Monsieur Guillet, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre extraordinaire musée à Nantes. Vous êtes membre correspondant de la CNES pour laquelle nous faisons ces portraits d'experts. Vous avez choisi un sujet assez étonnant pour nous parler de votre musée. Vous avez choisi de nous parler de bateaux. Oui, je vous parle d'un bateau, puisque c'est un bateau qui illustre un sujet extrêmement important au sein du musée, qui est la traite atlantique et l'esclavage colonial. Nantes est connu pour avoir été le premier port négrier français, le troisième port au monde de la traite atlantique, et nous avons la chance en collection d'avoir deux pièces extrêmement importantes qui viennent illustrer cette histoire. Qu'est-ce que ces pièces nous racontent? Alors, au départ, c'est un document d'archives. C'est là la grande banalité de cet objet. C'est un document d'archives. Vous voyez ici, c'est un compte d'armateur. Tout simplement le résultat d'une campagne négrier faite par un armateur nantais dans le troisième quart du XVIIIe siècle. Mais cet objet a quelque chose de très particulier, d'unique, puisque les comptes de négrier, nous en connaissons par milliers, c'est que ce compte de négrier a été illustré d'images qui témoignent finalement de l'activité au quotidien d'un navire négrier. Et ça, c'est totalement unique au monde. Nous ne connaissons pas de représentation de navires négriers faites par des négriers. Nous connaissons des images du commerce négrier faites par des abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle, mais non pas par les protagonistes de la traite. Et cette image possède en elle-même une véracité que n'ont pas les images abolitionnistes, puisque les images abolitionnistes ont surinterprété au titre du combat qu'ils menaient la réalité négrière. Mais ce qui est troublant dans cette image-là, quand on les compare finalement aux images abolitionnistes, c'est que les différences sont très minimes. Et d'un côté, on a chez les images abolitionnistes un propos mobilisateur, et de l'autre côté, on a une réalité décrite par les négriers, montrant qu'ils étaient capables de faire un commerce qui pour eux était comme un autre, mais extrêmement lucratif, et qu'ils maîtrisaient la donne de ce commerce, et c'est ce que ces images montrent. Comment s'appelait le navire? Alors le navire s'appelle la Marie Séraphique, c'était le prénom de l'épouse de l'armateur, Jacques-Barthélemy Gruel, sa femme donc s'appelait Marie Séraphique. En hommage à sa femme, il a appelé le navire de son nom, et ce navire a réalisé 4 campagnes en partant de Nantes vers la côte du Congo, au nord du Congo, notamment vers le royaume de Laongo. Ici, nous avons tous les produits de vente, c'est-à-dire tout ce que le navire négrier emporte et va échanger avec le royaume de Laongo. Et évidemment, l'échange, ce sont des denrées occidentales ou venant d'Asie, principalement des textiles indiens. Et puis l'échange se fait en hommes, en femmes, en enfants. Donc on a toute la comptabilité qui est ici. Et ici, nous avons le résultat financier de l'opération. Et quand on étudie les chiffres, effectivement, c'est une opération particulièrement réussie. Mais le grand intérêt finalement de ce document, c'est bien les images. Ici, nous avons la Marie Séraphique, le long de Laongo, que nous reconnaissons ici avec ses falaises rouges. Et puis ici, on a des petits points que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les Kwibangas. Les Kwibangas sont les lieux d'échange, c'est là où se faisait le trafic. Et on voit les esclaves qui viennent, qui arrivent par pirogue, les esclaves achetés forcément, et qui viennent à bord du navire. Le navire va rester entre 2 et 4 mois en rade de Laongo pour faire sa cargaison, à peu près ici 320 personnes, avant de partir vers les Amériques pour revendre ces esclaves, notamment aux plantations coloniales, principalement de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Le document a un troisième registre, et c'est là qui est véritablement la nature exceptionnelle de ce document, c'est la description du navire négrier, avec les cales, et on voit l'importance à la fois des nourritures et de l'eau, puisque la traversée atlantique dure 2 mois, donc c'est une donnée extrêmement fondamentale pour un capitaine négrier, savoir maîtriser son eau et sa nourriture pour nourrir avec l'équipage plus de 350 hommes. Et puis surtout cette image qui est unique aujourd'hui, que vous voyez dans tous les manuels d'histoire, elle fait le tour du monde, les universitaires l'utilisent. C'est ce qu'on appelle l'entrepont, et dans l'entrepont, le fameux entassement des esclaves, puisque nous avons ici la partie réservée aux hommes, et on voit tout l'entassement pour pouvoir y loger pratiquement 250 hommes, et ici la partie supérieure réservée aux femmes et aux enfants, ou avec un taux d'entassement identique, et puis on a le pont supérieur, où on voit toutes les barriques d'eau de la journée ou de la semaine qui sont ici, et puis les logements des officiers et des marins. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on a fait cette peinture? Ah là, vous posez une question fondamentale. On ne sait pas pourquoi ces peintures ont été faites. Elles sont uniques, il n'y a pas d'autre exemple. Aucun autre armateur nantais, français ou européen
n'a fait la même chose. Donc on en arrive à avoir des hypothèses. La première, un attachement de l'armateur au navire, avec le nom de sa femme. Sa femme va décéder en plus dans les années qui suivent, meurt très jeune. Donc on peut supposer qu'il avait peut-être une affection particulière pour ce navire. Deuxièmement, ce navire a fait 4 campagnes. Elles ont toutes été économiquement, pour l'armateur, un véritable succès. Donc quelque part, son ascension sociale a été provoquée par la réussite des campagnes de ce navire-là. Une autre hypothèse, à laquelle je crois moins, est celle que ces images-là ont pu être créées dans un contexte où la pensée abolitionniste montait dans la société et que peut-être un armateur, en réaction justement à cette nouvelle posture du combat contre ce trafic humain, a voulu montrer peut-être que les choses se faisaient dans des conditions acceptables, entre guillemets. Voilà. Mais on ne connaît pas véritablement la raison de ces images. Je crois que vous êtes aussi spécialiste de cela puisque vous avez écrit un livre à ce propos. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce que c'est que le commerce triangulaire? Alors, le commerce triangulaire, c'est très simple. Vous voyez, on dit triangulaire, donc on parle d'un triangle, tout simplement. C'est l'acquisition de captifs africains par un échange de denrées principalement occidentales ou asiatiques, comme je disais tout à l'heure, principalement des textiles, à peu près 70 à 80% de la cargaison d'un navire négrier est fait de textiles. Donc le bateau part de l'Europe, va en Afrique, échange ces denrées par des captifs. Ces captifs sont transportés vers les Amériques, et notamment pour les navires français vers les colonies françaises, et principalement Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. On y vend les esclaves qu'on échange contre du sucre, du café, de l'indigo, que l'on ramène en France ou en Europe, où c'est redistribué justement à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Donc c'est un circuit dit triangulaire qui finalement va alimenter la consommation et le besoin du luxe des sociétés occidentales du XVIIIe siècle, par un trafic d'hommes. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de ce commerce triangulaire dans l'économie nantaise de l'époque? Ah oui, il suffit aujourd'hui de se promener dans Nantes. Je veux dire, Nantes s'est transformée d'une ville en bois à une ville en pierre au XVIIIe siècle, a eu des programmes urbains extrêmement importants que nous connaissons aujourd'hui, le quartier Gralin, le cours Cambronne, l'aménagement de la place Royale. Tous ces immeubles sont quelque part des témoignages de cette opulence, de cette richesse nantaise fondée sur le commerce colonial. Vous nous avez dit tout à l'heure que les représentations de la Marie séraphique étaient uniques au monde. Vous en avez un autre exemplaire. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Oui, puisque cet exemplaire-là, c'est la Marie séraphique le long des côtes d'Afrique, et nous avons un autre exemplaire de la Marie séraphique à Saint-Domingue. En quoi est-elle complémentaire? Elle est complémentaire puisque nous avons eu dans la première le point de départ, ici nous avons le point d'arrivée, à savoir nous sommes dans la rade du Cap Français, nous voyons le Cap Français derrière ici, le bateau est ancré et c'est le début de la vente des esclaves puisque nous assistons finalement à tout le déroulé d'une vente d'esclaves à bord d'un navire. Les futurs propriétaires qui arrivent, embarquent, qui montent à bord, qui examinent ici les esclaves qui sont allotis, c'est-à-dire vendus par lot. Et après avoir constaté les esclaves, les futurs propriétaires négocient ici avec le capitaine sous un auvent, en dînant, en prenant une collation. Et donc ils négocient le prix. Et une fois que l'achat est fait, les propriétaires repartent avec les esclaves à bord des canots pour les amener justement, notamment vers les plantations de sucre, d'indigo, de café. Pourquoi avoir choisi de parler de ce bateau en particulier? D'abord justement par sa dimension iconique, et puis aussi montrer qu'un musée a aussi besoin d'enrichir ses collections. Sur ce sujet-là, le sujet est compliqué, il faut aussi sensibiliser à la fois les communautés expertes, mais aussi le grand public sur ce type d'objet, qui est indispensable à un musée comme le nôtre pour pouvoir tenir notre propos, puisque au-delà de notre propos de raconter l'histoire de la traite atlantique et du commerce colonial, nous tirons notre propos jusqu'à aujourd'hui pour établir des valeurs dans nos sociétés, à savoir l'éducation contre le racisme, la compréhension finalement des enjeux de notre société contemporaine, dont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes viennent de cette histoire d'il y a 200-300 ans.